dis ça parce que moi j'adore ces haricots-là, tu vois. Ah, c'est vrai? Ouais, j'adore ça. Les beans là, j'adore. J'en achète même en France. Et d'ailleurs, c'est très très rare de pouvoir en trouver. Donc à chaque fois, je dévalise les magasins dès que j'en trouve. Ah ouais? Mais alors, parce que, en fait, je dis ça parce que je connais pas bien, mais moi, pour moi, quelque chose avec de la sauce le matin, ça me paraît bizarre, tu vois. Mais du coup, c'est bon. Bah, c'est très bon. Moi, j'adore ça avec des œufs. Et ouais. Putain, protéines à mort, quoi. Exactement. Enfin bref, si vous nous écoutez en tout cas et que vous savez où on peut trouver des beans, bah, n'hésitez pas à balancer vos bonnes adresses dans la description, enfin dans la description, en commentaire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast ce soir. Bonjour Big Rusty. Bonjour. Donc là, on n'est pas en live. On n'est pas en live, pas de souci, pas de souci. Pourquoi est-ce que je n'ai rien qui marque que ça record? Parce que ça record directly on Streamlabs Wow. OBS. Yes. Damn. On est Ok. dans le futur, on est dans le futur, on vous l'a dit, on a passé un cap. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à Cheikh Congo, on va s'intéresser à Kyle Harrison et peut-être à d'autres choses. Si vous nous regardez sur YouTube, un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça nous aide énormément. On est aussi sur toutes les plateformes de podcast, bien évidemment, et également sur Apple Podcast. Les 5 étoiles font également plaisir. On lance le générique, mon cher Rust. Yeah. Swear. And we're back in your life. Alors ouais, donc Cheikh Congo, Cocorico, Cheikh Congo. Le roi du Monstrueux. comeback fight, les gars. Le roi du comeback fight, n'hésitez pas à le regarder. D'ailleurs, en plus, c'était trop drôle parce que pendant que je regardais le combat, il y avait aussi, bien évidemment, des réactions sur Twitter. Et les gens étaient en mode, je m'attendais à un combat chiant, mais là, il nous a refait une dinguerie, Cheikh Congo. En gros, un round et demi où il est complètement pris par la pression et le striking adverse. Oui. Mais je sais pas, hein. Parce que je trouvais que, alors oui, non, attention, non. Alors attends. Parce que oui, il a pris des méchants jabs et oui, il a été d'abord déséquilibré plusieurs fois, puis clairement touché Oui. par les jabs. mais en fait, ce que je veux dire par ma réaction, c'est Il simplement, roulait, mais il répondait bien aussi. Oui, c'est vrai. Il plaçait beaucoup de ses propres jabs. Il a eu pas mal de séquences, même pendant ses premiers rounds et demi, où il touchait et il arrivait à retirer d'un mouvement de bus pour ne pas se faire toucher en retour. Et c'était beau aussi. Donc oui, il y avait un avantage au niveau de l'impact et du dommage créé de Kharitonov, mais même dans le premier round et demi, c'est pas comme s'il se faisait rouler dessus, quoi. Oui, non, mais nettement dominé. Parce que la fin du premier round, c'est quand même un petit peu chaud. C'est, voilà, en termes de dommage, il était derrière. Et là, les gars, Hail Mary, fin du deuxième round, il arrive à inverser la tendance complètement dans un scramble, et là ensuite contre la cage, festival pour... Mais dans un scramble, je tiens à dire que c'est de l'intelligence de combat qui a permis à Cheikh Congo de renverser la tendance. Parce que je me suis rematé le combat et j'ai re-regardé évidemment les ralentis du cross arrière qui met comment est-ce qu'on dit dans ces cas-là déjà, on a évidemment les termes en anglais, mais on va se désarçonné, qui fait chanceler. Ouais, chanceler, parfait, boum, le chancelier. Et en gros, ce qui fait chanceler Kharitonov, c'est vraiment un fait lié à l'intelligence de combat de Cheikh Congo. Parce qu'en fait, Cheikh Congo, donc depuis le début du combat, c'était particulièrement un combat de jab. Des jabs très très durs. Hein. Quand on dit ça, c'est pas en mode il se passait rien. Non, c'était des jabs très très durs du côté de Kharitonov, dur et rapide du côté de Cheikh Congo. Et en fait, depuis le début du combat, il y avait que peu de variations. Mais quand il y en avait, ça faisait mal, que ce soit des crosses au corps de Kharitonov ou même à un moment donné, il y a un crochet mais ultra rapide de Cheikh Congo qui est magnifique et qui passe sur Kharitonov. Des genoux aussi qui passent bien quand il décide de les placer en avançant Cheikh Congo. Donc, bataille de jab, mais quelques variations depuis le début qui font que c'est vraiment... on était vraiment sur le bord de siège, quoi, parce que clairement, il pouvait se passer quelque chose. Et en fait, ce qui a changé la donne et ce qui a fait chanceler Kharitonov, c'est qu'il avait habitué à son jab Kharitonov, Cheikh Congo, et à un moment donné, il place des jabs et à un moment donné, il fait une espèce de toute petite feinte. Alors c'est un truc, c'est limite de l'épaule, de son bras gauche
pour feinter un jab à Kharitonov, mais c'est hyper subtil. Kharitonov se met dans la même position qu'il avait pris depuis le début pour parer le jab. Et là, pour changer, Cheick Kongo revient avec un gros cross parce que du coup, il y a une énorme ouverture. C'est vraiment du fight IQ, hein. Et le cross passe parfaitement. Et alors effectivement, comme tu dis, purée, ce qui suit, c'est d'une violence. Le clinch de Cheick Kongo, on le connaissait. On se souvient que c'est ce qu'il a rendu célèbre lorsqu'il a battu Crocop, particulièrement à l'UFC à l'époque. Et là, parce que donc Cheick Kongo vient du Muay Thai, et là, mais la violence du clinch une fois qu'il avait blessé Kharitonov, il y a plusieurs genoux, quelques-uns au corps, et un particulièrement qui passe à la mâchoire. Mais je sais pas comment il est resté debout, Kharitonov. C'était délirant. Et mais par contre, bon, il est resté debout, mais bon, clairement, c'était le début de la fin. Mais on peut encore une fois saluer l'intelligence de combat de Cheick Kongo, qui l'amène au sol avec le double leg. Et là, absolument. Et là, on va dire c'est encore plus à sens unique, mais encore plus impressionnant, j'ai envie de dire, c'est que je pense qu'il a conscience, enfin, il entend de toute façon que c'est bientôt la fin du deuxième round. Il y a le ground and pound, et ensuite il sécurise rear naked choke, et Kharitonov tape au buzzer. Ouais, et vraiment au buzzer, c'est-à-dire que là, il y avait plus de, enfin, Kharitonov était complètement dépassé. Il y a quand c'est pas autant sous pression, généralement, les combattants sont capables de garder à l'esprit qu'ils ont entendu le clac, clac, clac des 10 secondes. Il y a un petit peu de temps et donc il faut tenir. Quoi qu'il arrive, il faut tenir. Mais dans des situations comme celle-ci, où tu es en mode survie totale, ben, je sais pas, j'ai pas vu les réactions sur Twitter, machin. Il y a peut-être des gens qui disaient, attends, il lui suffisait d'entendre un petit peu plus. J'en sais rien. En tout cas, si jamais il y a des gens qui l'ont dit, enfin là, en gros, il faut se dire que il y avait plus de calcul, de machin, c'était juste survie, mais totale de la part de Kharitonov. Et donc, ça tape au buzzer, ce qui est extraordinaire quand même, ce qui est fou. Et ouais, enfin vraiment, mais et comme tu l'as dit, intelligence de jeu de la part de Cheick Kongo, de se dire, ok, clairement, si là il est pas tombé avec ce qu'il vient de prendre en termes d'impact à la mâchoire, il faut changer de plan pour essayer de varier. Gros takedown, mais vraiment monstrueux à l'ancienne vintage Cheick Kongo. 46 ans, on rappelle. 41 ans pour Kharitonov. Et 41 ans pour Kharitonov, une expérience monstrueuse pour les deux. Je crois que j'ai lu, il me semble, sur l'article de Fighting que c'était le plus vieux combattant au Bellator, Cheick Kongo. Et pourtant, rapide, affûté, enfin intelligent dans ce qu'il fait. Et donc, effectivement, il varie les attaques et il varie, comment dire, ce qu'il offre à Kharitonov en mettant un énorme takedown pour finir le combat parce qu'il a vu que ce serait difficile debout. Et voilà, il l'a effectivement emballé comme du papier cadeau juste au niveau du buzzer, mais impressionnant, franchement impressionnant de la part de Cheick Kongo, vraiment, enfin légendaire quoi. Je pense que là on peut le dire légendaire parce que même s'il n'a pas eu le title shot à l'UFC, même si il a eu les title shots au Bellator, mais ça n'a jamais marché. Sa carrière est vraiment légendaire, quoi. Parce que là, c'est encore un combat d'exception contre un adversaire d'exception qu'il termine vainqueur de manière exceptionnelle. Enfin, Cheick Kongo, vraiment, mais all hail, quoi. Incroyable, sa carrière est incroyable. Ouais. Cheick Kongo, donc 46 ans comme l'a dit Rust, il améliore en plus son record de victoire au Bellator dans la catégorie heavyweight, 13-3, un no contest pour lui au sein de l'organisation américaine. Reste la question, est-ce que là, cette victoire est suffisante pour lui permettre d'avoir la revanche tant souhaitée face à Ryan Bader? Faut voir parce que directement, je sais pas, ça dépendra du calendrier de l'UFC, mais directement, ça peut être chaud. Par exemple, j'ai dit quoi? De l'UFC. Du Bellator, excuse-moi. Ça dépendra du calendrier. Après, comme on l'a dit, comme Cheick Kongo a 46 ans, je pense que s'il faut attendre, il y aura pas de problème à attendre. Après, le seul problème, c'est que du coup, là, il a eu cette victoire-là, mais le combat d'avant, c'était donc le no contest contre Ryan Bader, si je ne m'abuse, pour le high poke. Le combat d'avant, c'était la défaite face à Tim Johnson au Bellator Paris. Ah oui, excuse-moi. Oui, effectivement. Donc, ouais, donc peut-être quand même encore une autre victoire. Honnêtement, oui, peut-être une autre victoire, mais s'il remporte une autre victoire en revanche,
Je pense que il serait méritant pour avoir un autre title shot. D'autant plus que là, c'est une victoire spectaculaire qu'il a contre Kharitonov. Donc c'est une victoire qui marque les esprits. Et voilà, comme on l'avait dit dans le podcast preview, mais quand c'est spectaculaire en poids lourd et que ce sont des victoires, t'es toujours à grosso modo une, deux, trois victoires, disons deux, trois victoires du title shot. Donc encore une, et à mon avis, il peut prétendre. Bien joueront les matchmakers. Contre qui alors? Hum, il y a pas. Là, je crois qu'il y a Tyrell Fortune qui va combattre. Contre qui va-t-il combattre déjà Tyrell Fortune? Je regarde. Ouais. Little Tyrell. Mais je crois que voilà, il y a un combat de haut profil entre Tyrell Fortune et un autre combattant. Donc pourquoi pas le gagnant de ce combat-là. Ouais. Alors je suis en train de checker. Donc Tyrell Fortune. Tyrell. Oui, c'est vrai que c'est un combat qui va être assez intéressant. Tyrell Fortune contre tac, on est en train de checker. Et oui, contre Vitaly Miniakov. Vitaly Miniakov qui a perdu pour la première fois de sa carrière face à, dans le mille, Cheick Kongo. Donc c'est vrai que ça pourrait être assez intéressant. Ça pourrait être intéressant. Donc on a ce combat-là. Tim Johnson, je sais plus quelles sont ses dernières apparitions. Tim Johnson, il a perdu pour le titre intérimaire, justement. Ah oui, c'était ça. Et donc contre là, Moldavski. Exactement. Et là, Ryan Bader doit unifier contre Moldavski. D'accord. Ouais, bah voilà. Après, ce sera bizarre parce que du coup, si jamais Minakov gagne contre Tyrell Fortune, ce sera bizarre parce que c'était il y a pas si longtemps que Cheick Kongo l'a battu. Mais pourquoi pas? À la limite, ce serait mieux que Tyrell Fortune gagne contre Minakov et il y aurait un peu plus une lancée. Après, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, pour le coup, Minakov, depuis qu'il est revenu au Bellator, et particulièrement cette défaite face à Cheick Kongo, tout s'est arrêté, mais vraiment, c'est terrible, hein, parce qu'il y avait vraiment une hype pour ce mec. En mode, on pouvait vraiment se dire, il y a un des meilleurs au monde qui n'est pas à l'UFC. Et que depuis son retour, c'est assez particulier. Bah, c'est toujours compliqué de revenir comme ça. Et puis c'est vrai que il y a vraiment un moment donné où au Bellator, il y avait une, je sais plus si on pouvait appeler ça une rivalité, mais il y avait Alexander Volkov et il y avait Minakov, et clairement c'était en mode ces deux-là, c'est une tuerie quoi. Et Minakov était invaincu. Il me semble du coup que Minakov avait même battu justement Alexander Volkov par KO si je me souviens bien. Donc c'était vraiment complètement au premier round. Voilà, c'était vraiment considéré comme Minakov, si jamais il va à l'UFC, prenez garde, quoi. Et puis il est parti, et puis effectivement, quand il est revenu, il y a eu cette défaite face à Cheick Kongo. Et depuis, c'est vrai que il y a pas la même hype, il y a pas le même. Il y a eu un KO contre Tim Johnson et c'est tout. C'était en 2019, et voilà. Ouais. Et depuis, il a plus combattu. Ouais, non, c'est très bizarre. Donc, étrange. Ouais, non, moi Ouais, c'est bizarre parce qu'en plus, donc c'était quoi? Il avait la ceinture de champion justement du Bellator. Il était parti au Fight Nights Global et ouais, je sais vraiment pas ce qui s'est passé, mais je pense qu'il est passé à côté de sa carrière, notre cher Vitaly Miniakov. Ouais, ça y ressemble beaucoup en fait. C'est triste. Ça y ressemble beaucoup parce qu'effectivement, les choix qui ont été faits, en particulier du coup sur cette fin de carrière, enfin, ça semble vraiment pas judicieux, quoi. Ça se trouve, c'est un pari qu'il n'a pas payé au Fight Night Global. Peut-être qu'il était censé affronter quelqu'un. On saura peut-être jamais les dessous de tapis, etc. Mais ouais, là, en tout cas, il semble dans un ventre mou dont il sera difficile de sortir. Après, encore une fois, ce sont les poids lourds. Il était toujours à 2 victoires spectaculaires qu'on dise ça y est, il est revenu, machin. À voir. À voir pour Vitaly Miniakov. On avance, mon cher Russ. Nouveau sujet et pas des moindres. Kayla Harrison, donc Kayla Harrison qui est là. Là, vous êtes gâtés quand même. Épisode où nous ne parlons pas de combattants. Où nous ne parlons pas de combattants UFC ou combattants. Donc Kayla Harrison, véritable pépite du PFL, vainqueur en 2019 du tournoi de l'organisation $1 million. Elle évolue chez les lightweight. Elle est double championne olympique. Elle avait d'ailleurs battu au JO 2016 Chumeo, qui est la française, qui est
une véritable star, on va dire exactement, au judo chez moins de 78 kilos, même si elle n'a pas participé au JO 2020. Mais je m'égare. On revient sur Kayla Harrison, qui elle donc est invaincue au PFL, nouvelle star de l'organisation. Là, on commence à parler d'elle contre Chris Cyborg, mais, et c'est pas un petit mais, elle a piqué Rust. Elle a piqué Rust parce que juste après sa victoire je crois que c'était jeudi dernier, elle a dit dans le plus grand des calmes qu'elle pouvait amener au sol Israël Adesanya. Je le rappelle, Israël Adesanya qui évolue chez les middleweight et chez les light heavyweight et qui a une takedown défense jusqu'à présent, hein, jusqu'à preuve du contraire, qui est quand même assez solide. Donc on va laisser se répondre sur cette hot take de la part de Kayla Harrison. Bon, en fait, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est qu'évidemment, c'est une sortie médiatique. C'est pour faire parler. Mais en fait, là où, et ça nous rappelle énormément la sortie, il y a des années de cela, de Ronda Rousey qui avait dit, moi, honnêtement, on sait jamais, mais pourquoi est-ce que je pourrais pas battre Cain Velasquez, qui était donc à l'époque champion, enfin terreur chez les poids lourds de l'UFC. Ça rappelle beaucoup ça, en fait. Et là, c'est pareil, c'est donc une sortie pour causer un petit peu de buzz, mais de la même manière que Ronda Rousey à l'époque, en fait, je trouve que c'est un peu comme si toi et moi, tu vois, on disait, au final, un KO, ça vient d'un coup que tu vois pas venir, en faisant n'importe quoi, en machin, on pourrait très bien mettre KO Tyrone Spong, hein, on sait jamais, on pourrait très bien mettre KO n'importe qui, Cyril Gane, tu vois, c'est possible, hein. Et le problème, c'est qu'en fait, non. C'est-à-dire que c'est irrespectueux, je trouve, parce que c'est pour faire du buzz, mais restons, c'est-à-dire que humainement, quand tu regardes un petit peu les gabarits, quand tu regardes un petit peu, en plus pour ce qui est de la différence de niveau global entre le MMA féminin et le MMA masculin, c'est de dire ça de la part de Kayla Harrison, je trouve que c'est irrespectueux. Et si on y réfléchit, je trouve que ça nivelle même vers le bas. C'est-à-dire, je comprends pourquoi elle le fait. Ça a fait parler, elle a marché, mais ça nivelle même vers le bas en fait le MMA. C'est-à-dire que c'est les gens qui ne connaissent pas forcément bien le MMA, les tenants et aboutissants, et qui entendent Kyle Harrison dire ça, c'est-à-dire qu'ils ne s'y connaissent pas forcément, qui pensent que ça s'appelle faire de l'UFC, etc. Je pense que ces gens-là entendent ça et se disent ah ouais, mais du coup c'est possible, parce que Kyle Harrison, c'est vrai qu'elle est monstrueuse, elle est tankée, etc. Mais elle est tankée pour une lightweight. Et une lightweight, donc chez les femmes, et évidemment, s'il y avait un combat contre Adesanya, on va couper court. Je pense que sur 100 combats, 99 fois, évidemment, elle n'y arrive pas. J'ai presque envie de dire qu'on ne passe même pas le 10e combat entre les deux, tu vois. Non, de toute façon, c'est clair que s'il y a des combats, Adesanya, je pense, la met KO en l'espace de 1 minute, un truc comme ça. Mais je veux dire, tu sais, dans l'hypothèse où est-ce qu'elle peut le mettre au sol? Je pense que sur 100 combats, il y a peut-être un scénario où elle le surprend d'une manière, tu sais pas trop comment, et elle arrive à le mettre au sol. Mais vraiment, on est de l'ordre du 1%, et encore, je pense qu'on est généreux, parce que le problème, c'est que c'est Adesanya, il est plus grand, plus costaud, plus lourd, il est extrêmement expérimenté en MMA, il a une très bonne takedown défense. Encore une fois, il faut pas se fier au combat contre Blachowicz, parce que Blachowicz, c'est un monstre. Donc, c'est dur. Il y a des vidéos qui avaient circulé quelques temps après que Ronda Rousey ait dit que Cain Velasquez, pourquoi pas, elle pourrait y arriver, de Ronda Rousey qui faisait du judo avec Gegard Mousasi. Je sais pas si la vidéo est encore sur Internet, peut-être qu'on peut la trouver. Ronda Rousey, pareil, alors elle était médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Médaille de bronze aux Jeux Olympiques 2008. Voilà, donc une judokate de très très haut niveau, Ronda Rousey également. Alors certes, c'est pas double championne olympique, mais c'est quand même de très très haut niveau. Et quand Ronda Rousey avait fait cet entraînement de judo avec Gegard Mousasi, vraiment, c'était Gegard Mousasi qui décidait s'il la laissait bouger ou pas en fait. C'était vraiment, il y avait même pas match quoi. Elle donnait sa vie. Et Gegard Mousasi était en mode, qui est un très bon judoka, mais qui n'est pas de niveau olympique. Hein. Mousasi était en mode, allez, je la laisse travailler. Enfin, vraiment, vraiment, sans en rajouter, c'était un peu de cet ordre-là. Donc, je trouve que c'est un petit peu abusé de la part de Kyle Harrison, mais elle a réussi son coup médiatique. C'est juste que ça ne me la rend pas plus sympathique, quoi. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec toi, Rust. Parce que pour le coup,
donc à contrario, elle a vu raison de pousser son petit coup de gueule sur le journaliste quand il y avait l'interview Zoom, là. Je sais pas si t'avais J'ai pas suivi vu, ça. non. Il y avait un journaliste en gros qui commence. Donc il posait la question à Kala Harrison et sa future adversaire, il était en mode ouais donc t'es très forte. Et puis en plus, c'est quand même plutôt pas mal, donc franchement... What? En plus, elle est mariée, je crois. Elle a et, des enfants et tout. et la fille, bah, donc Kala Harrison, elle a fait ouais, non, pas, enfin quand même, si j'étais un mec, tu m'aurais pas du tout dit ça, enfin... Bref, non, Bah ouais, c'est le clair. gars était parti complètement en vrille. Mais là n'est pas What? la question. Mais là, pour le coup, ouais, Non. concernant Israël Adesanya, moi, je comprends pas du tout. Et surtout, hein, sans rien enlever à Kyle Harrison, en fait, j'ai déjà qu'elle... Mais c'est pas de sa faute non plus, parce qu'elle évolue en lightweight chez les femmes. Mais déjà... Alors, Rust a des difficultés à m'entendre. Voilà, ça devrait être mieux maintenant. Euh, Bien mieux. voilà, exactement. Déjà, moi, j'aimerais beaucoup qu'elle affronte le top du top si possible. Et donc là, il y a Chris Cyborg qui a fait acte de candidature pour l'affronter. Chris Cyborg qui est pas une lightweight naturelle, mais quand même, ce serait déjà quelqu'un de très haut calibre. Mais le problème aujourd'hui, c'est que pour moi, on est un peu, enfin, on ne connaît pas le vrai niveau pour le coup de Kayla Harrison. Parce qu'elle affronte des filles qui sont à des années-lumière de ce qu'elle représente. Et on aurait juste, mais là aussi, je pense que moi, ça va être à sens unique, parce qu'elle a pas eu suffisamment de temps pour se préparer à ça, c'est quand tu auras le combat Clarissa Shields contre Kayla Harrison. Parce que Shields, elle a pas une expérience suffisante du grappling, et donc très rapidement, allez, elle va peut-être la sonner, peut-être la toucher juste une fois en boxe, et direct après, elle va se faire mettre au sol, soumettre, ça va être plié. Ouais, non, c'est clair. En fait, c'est le problème, c'est que il y a, de manière générale, de toute façon, même en ratio, beaucoup moins de femmes qui pratiquent le MMA que d'hommes. C'est aussi une des raisons pour laquelle le niveau est moindre. Mais et en particulier, c'est-à-dire que bah, morphologiquement, enfin anthropologiquement, je sais plus quel est le terme exact dans cette situation, mais et en plus de ça, trouver des femmes qui veulent faire du MMA et qui font plus de déjà 65 kilos, c'est rarissime et qui peuvent en plus avoir un très bon niveau. Et quand on dit Donc, ça, quand on dit que c'est rarissime, regardez par exemple l'UFC, toutes les difficultés qu'ils ont à garder la catégorie featherweight en vie. ah oui, non, c'est extrêmement compliqué de trouver des femmes qui veulent faire du MMA et qui en font à très haut niveau à ces poids-là, en fait. Déjà, des femmes qui font, parce qu'elles combattent en lightweight, Kyle Harrison, moins de 71 kilos. Déjà, de trouver des femmes qui font 70 kilos et qui sont des athlètes de très haut niveau, c'est très rare. Très, très rare. Oui, non. et, euh, et du coup, c'est rarissime. Et du coup, ben, forcément, bah, par voie de conséquence, trouver des concurrentes et des adversaires qui sont, j'allais dire de poids, mais ça aurait été un très mauvais choix de mots, mais trouver des concurrentes qui soient vraiment, qui puissent offrir une opposition de qualité à Kyle Harrison, là, franchement, c'est vraiment, c'est l'éléphant rose, quoi. Enfin, putain, encore très mauvais choix de mots. C'est rarissime. C'est rarissime. Et du coup, effectivement, en fait, c'est-à-dire qu'elle brille, Kyle Harrison, et elle est, j'avais vu un truc sur Twitter passer c'était une bagarre aux States entre deux meufs et en gros t'en as une qui avait chopé l'autre par les cheveux et qui lui faisait tourner autour et il y avait un mec qui avait mis bon bah voilà un peu grosso modo l'état de la catégorie lightweight au PFL quoi et c'est ça, c'est-à-dire que ben oui elle démonte tout le monde Kyle Harrison et donc oui forcément on a l'impression que c'est absolument monstrueux mais c'est parce que, disons, au niveau de l'opposition, de la technique, de la profondeur technique, de la connaissance, ben, c'est pas vraiment ça, quoi. Il n'y a pas d'opposition. Donc, effectivement, Christian Cyborg Santos, ce serait le combat à faire, à voir si Cyborg monte en lightweight ou si, ce qu'elle a déjà fait, Kyle Harrison descend en featherweight. Mais voilà, c'est la seule opposition possible, quoi. Je partage entièrement l'avis de Rust. Moi, j'ai vraiment, enfin, pour le coup, hein, euh, il faut absolument que Kyle Harrison, à mon sens, hein, descende de catégorie parce que de toute façon, en lightweight, il y a personne de très haut niveau qui évolue là. Si elle descend en featherweight, c'est intéressant parce que t'as Chris Cyborg et en cas de victoire contre Chris Cyborg, t'as l'UFC avec Amanda Nunes et puis potentiellement d'autres adversaires parce qu'on sait qu'il y en a. Je pense par exemple à Olium, à l'UFC, ouais. Olium qui a fait des ouais, combats en grave. featherweight, Deran Dami qui a battu même Holly Holm en featherweight et qui est devenue la première championne de l'organisation
en featherweight au sein de la catégorie. Donc il y a potentiellement quelques combats pour elle, mais si elle reste en lightweight, je pense qu'elle va battre tout le monde. 2, je pense que ce ne sera jamais équilibré parce que c'est pas du tout la catégorie naturelle pour beaucoup de combattantes, et même en featherweight, concrètement, apparemment Amanda Nunes et Chris Cyborg, t'en as très très peu aujourd'hui qui sont à l'aise avec cette catégorie-là. Donc franchement, voilà, j'attends vraiment moi de voir avant de me prononcer, parce que pour le coup, actuellement, c'est des résultats où on a quelqu'un qui est surentraîné, qui fait ça full time, qui est extrêmement bien payé, très bien encadré aussi, car managé par Ali Abdelaziz et Dominance MMA, et de l'autre, des filles qui sont très très loin de son niveau, elle. Donc voilà. Bah oui, non, carrément, complètement. Enfin, là, effectivement, c'est le scénario qui semble s'offrir. Là, je crois qu'elle a encore un combat pour le tournoi du PFL. Ouais, pour la finale, ouais. Voilà, la finale, je ne sais pas qui sera l'adversaire, mais à moins d'une énorme surprise, d'un petit pousset, comme on dit en Coupe de France, ça risque d'être encore une exécution. Donc, c'est vrai que le scénario qui semble s'offrir, c'est combattre ensuite Cyborg Santos. Si elle gagne, UFC direct en featherweight, mais elle va pas avoir le choix que d'aller en featherweight. Et là, effectivement, je pense que l'UFC, ça les intéresserait. Je pense que l'UFC, parce que c'est un peu pareil à l'UFC, comment s'appelle-t-elle, Amanda Nunes en featherweight. Bon, il y a pas grand monde non plus en fait qu'elle pourrait affronter, et donc je pense qu'il y aurait une hype à créer, et l'UFC le sait, avec un potentiel combat entre Kayla Harrison, en plus américaine, double championne olympique, on l'a dit, l'UFC adore ça. Donc il y aurait quelque chose à faire. On va même pas se prononcer sur après, si jamais elle arrive à être, Abattre Amanda Nunes. Ouais, j'allais dire vainqueuse, mais ça n'a aucun sens si elle arrive à être victorieuse. Bah, la vache, dur. Samedi matin. Mais voilà, en tout cas, ça semble être les deux combats qui arrivent après sa victoire très probable au PFL. Entièrement les deux d'accord. combats, pardon. Et moi, ce que j'espère aussi, Ross l'a dit, potentiel superstar pour Kayla Harrison, avec tout ce qu'elle met sur la table. J'ai quand même envie de voir, mais là, quand il y aura ce combat, j'espère vraiment, mais à mon avis, ça va être très compliqué, qu'il n'arrive pas trop tôt contre Clarissa Shields, en fait, tout simplement. Parce que franchement, ça va arriver trop tôt, je pense, mais sur le papier, on peut avoir un truc dingue entre deux doubles championnes olympiques, de l'un côté le judo, de l'autre la boxe anglaise, et en soi, si tous les éléments sont réunis pour avoir un combat compétitif, ça peut vraiment être un vrai super fight, parce qu'en plus, les deux filles sont dans leur prime. Ouais, complètement. Non, ce serait, évidemment, c'est ce que vise forcément le PFL, mais faudra revoir la performance de Clarissa Shields qui a remporté son premier combat. Mais voilà, c'est ce que j'avais cru comprendre, que ça a été assez compliqué. Après, c'est son premier combat. Et c'était face à une vraie combattante aussi de MMA. Ils avaient pas il lui avait pas mis quelqu'un comme on peut avoir de temps. Par exemple, CM Punk, quand il a fait son combat contre Mike Jackson, qui est également journaliste, là, c'était quelqu'un qui est combattant de full-time. Ouais, voilà. Donc, c'était sa première expérience en MMA. Il fallait que ce soit fait. Elle va forcément progresser de manière exponentielle, Clarissa Shields. Donc, à voir sur ses prochaines apparitions. Au niveau du calendrier, je ne sais pas comment ça se passera, mais de toute façon, s'il faut attendre Clarissa Shields pour au moins quelques mois, elle le fera, Kayla Harrison, je pense, sans souci, puisque de toute façon, c'est vraiment le combat que le PFL milk et essaye de faire depuis le début. Donc ça peut être intéressant si Clarissa Shields vraiment travaille des déplacements très adaptés au MMA, et pour éviter de se faire verrouiller par Kayla Harrison. Donc à voir. Moi j'ai très peur d'un scénario à la Randy Couture versus James Toney, mais à voir, parce que Clarissa Shields n'est pas James Toney au moment où il est allé à l'UFC. C'est une combattante d'élite dans son prime, surtout, parce que James Toney était aussi un combattant d'élite. Voilà, ne pas manquer de respect à James Toney, mon cher Ross. Mais oui, non, je partage complètement ton avis. Hein. Voilà. Faut à voir, j'espère que ça se fera de la meilleure des manières possibles, parce qu'en plus, à mon avis, si Clarissa Shields perd, c'est terminé pour elle, en fait, en MMA, tout simplement, et elle retournera à la boxe, et je trouve vraiment ça dommage, tu vois, d'avoir quelqu'un
qui vient d'un sport comme la boxe anglaise, qui fait la transition vers le MMA dans son prime, dans ses meilleures années, qui pourrait potentiellement, tu vois, ouvrir la porte à d'autres athlètes. Et je pense vraiment que si elle perd, je pense qu'elle perd très violemment face à Kayla Harrison. Donc ensuite, c'est un petit peu compliqué, tu vois, de vendre ça pour la suite, parce que tout le côté, c'est la GOAT, c'est machin, elle a jamais perdu ceci, cela, ça en aura pris un petit coup. Complètement. 100%. Est-ce qu'on a un autre sujet pour ce samedi, Rust, ou that's it? Purée, mais c'est fou. J'ai l'impression que notre mémoire s'efface petit à petit parce qu'il me semblait qu'on en avait un petit truc. Mais là, comme ça, tout de suite, non, c'était peut-être Kevin Gastelum, très vite fait, qu'on peut évoquer, qui a, en middleweight, encore galéré pour réussir à faire le poids. C'est scandaleux, Mais c'est vraiment, fou. vraiment, non mais vraiment là c'est scandaleux. Petit coup de gueule pour Kelvin Gastelum, là il a aucune excuse. Vraiment il a aucune excuse parce que il est dans une catégorie de poids où si vous voulez c'est pas quelqu'un qui monte façon, et on a déjà parlé dans le dernier podcast, façon Nassourdine Imavov, façon d'autres gars où clairement quand vous les voyez vous dites ok c'est un vrai middleweight, il y a pas un pet de gras. Là on voit que Kelvin Gastelum, bon, il fait tous les efforts, bien évidemment, la semaine du combat pour justement être au poids, et je pense que le weight cutting doit être assez sévère pour lui, donc c'est extrêmement compliqué, mais c'est plutôt dans tout l'avant-combat, dans toute la période où il est un peu off, où je pense que ça pêche vraiment, parce que là, bah, on voit qu'il y a quelques parties de son corps et un petit peu de plaisir, quoi. Il y a un petit peu, un petit peu de plaisir en combat, et ça, franchement, je trouve que c'est dommage parce que ça, ne renvoie pas la bonne image de Kevin Gastelum, parce qu'il a beau dire en interview, j'arrive super focus, je me suis entraîné comme jamais. Visiblement, non. Et puis voilà, ensuite, en cas de défaite, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas pouvoir dire? Parce que Dana White, il va se dire, bon, c'est vrai que là, on va pas le mettre en light heavyweight maintenant, Kelvin Gastelum. Ah, c'est chaud parce que il y a vraiment des espèces de flashbacks de Johnny Hendricks, tu sais. C'est vraiment quand tu dis il se fait plaisir entre les fight camps. Là, je pense qu'on peut le dire sans risque de se tromper parce que c'est ce que disait Johnny Hendricks. Non, c'est-à-dire c'est pas lui qui le disait, ce sont ses entraîneurs. Mais en gros, il Oui, bouffait c'est vrai. tellement, il Ils étaient était obligés. tellement n'importe quoi. Ils C'est- étaient obligés d'appeler les restaurants les semaines avant le combat pour que les restaurants recale Johnny Hendricks à l'entrée, sinon il allait bouffer n'importe quoi, des ribs, des trucs comme ça. On en est, alors je sais pas si on en est à ce point-là pour Kelvin Gastelum, mais visiblement, je surkiffe sa personnalité à Gastelum, je surkiffe le combattant, mais effectivement, visiblement, c'est vraiment un bon vivant et peut-être que c'est un tellement bon vivant que ça commence à se mettre en travers de son chemin, de son propre chemin en fait quoi. Parce que là, il a été en welterweight, il est remonté de welterweight, donc il peut faire, hein, sans souci, s'il se le donne, s'il donne les moyens, il peut faire welterweight vraiment tranquillement quoi. Mais donc par confort entre guillemets, il a décidé de rester en middleweight parce qu'il ratait le poids trop souvent dans la catégorie d'en dessous. Et là même en middleweight, c'est compliqué. Ça, c'est un peu dur quoi. C'est un peu dur à concevoir. Pour Kelvin Gastelum, je sais pas trop ce qui lui passe par la tête, mais ben c'est pas le bon message quoi que ça renvoie. Exactement. Mais moi, vraiment, quand je dis ça, d'ailleurs, que les gens n'interprètent pas mal mes propos, j'ai rien contre les mecs qui montent de poids et qui, même quand ils sont dans une catégorie supérieure, je pense à Roy Masvidal, je pense à Darren Ouais. Till, ne sont pas aussi, on va dire, aussi dessinés que quand ils étaient dans la catégorie inférieure, mais au moins, ces mecs-là, quand ils sont dans la catégorie supérieure, ils sont beaucoup plus épanouis et ils ne manquent pas le poids. Là, pour Kelvin Gastelum, le vrai problème, c'est qu'en fait, on voit les mêmes soucis qu'il avait en welterweight se répéter en moins de 84, alors qu'il passe quand même de moins de 77 à moins de 84 kilos. Donc c'est quand même une marge qui est normalement, hein, suffisamment large pour lui permettre d'être au top le jour du combat. Et là, en plus, c'est ça, quand vous manquez le combat, quand vous manquez la pesée, vous réessayez ensuite, forcément, vos performances le lendemain, enfin 36 heures plus tard, risquent d'être un petit peu diminuées. Donc c'est ça que je trouve vraiment dommage. Il peut rester, moi j'ai pas de souci à ce qu'il reste en middle ou qu'il redescende en welterweight, mais tu vois qu'il y ait vraiment un accompagnement soit de la part de l'UFC, soit de la part de son staff pour qu'il y ait plus du tout ces problèmes-là. Parce que là, c'est pas une vraie solution, et on se souvient, on en avait parlé lorsque Darren Till était monté aussi de poids, c'était Colin Heron qui avait fait une interview avec ESPN où, on voyait que Darren Till était pas du tout cadré. En fait, on allait vers exactement les mêmes problèmes qu'au welterweight. C'était en mode, quand il est en training camp, c'est un animal. Par contre, en dehors, il sort, il Ouais. voit ses potes, il marche, et c'est très compliqué. Là, visiblement,
il est bien plus recadré désormais, Darren Till. Absolument. Et il me semble pas qu'il ait eu aucun mal à faire le poids en middleweight une seule fois. Il y avait eu c'était un peu difficile, c'était pour New York, mais parce que ça avait été compliqué pour lui d'entrer sur le territoire et il avait dû, je crois, prendre l'avion le jeudi, dans des conditions hyper compliquées. Non, absolument. Et puis, il y a des combattants comme Anthony Johnson qui ont commencé en welterweight et on s'est rendu compte qu'en fait, leur catégorie, c'était soit heavyweight, soit light heavyweight. Mais j'ai envie de dire, c'est l'exception qui confirme la règle, puisque Anthony Johnson, même en middleweight, il était tracé de ouf et tu sentais que c'était chaud. En light heavyweight, il a toujours son six-pack. Enfin, vraiment, tu sens que pour le drainer l'assécher jusqu'en welterweight, enfin, il a un corps qui est permissif, mais ça, effectivement, ça devait être juste monstrueux, quoi. C'est vrai que, comme tu dis, même si c'est pas un indicateur... le corps ne peut pas, ou comme Kevin Lee, tu vois. Kevin Lee, quand il manquait le poids en lightweight, honnêtement, s'il manquait 300 grammes, où est-ce que vous voulez les enlever, les 300 grammes pour Kevin Lee? Alors, faut l'écorcher, quoi. Faut lui couper les ongles, les doigts de pied, quoi. Pardon, oui. Mais les ongles aussi, ça marchait comme van. Mais non, et c'est sûr, et c'est la différence, c'est que, alors, évidemment, on répète, chacun a son morphotype, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, forcément, seront plus tracés que d'autres, etc. Voilà, on répète toujours la même chose, mais il y a les Fedor de ce monde qui s'entraînent comme des animaux et qui ont un petit peu un embonpoint, etc. Mais de manière générale, c'est quand même de plus en plus rare quand tu descends, au fur et à mesure que tu descends dans les catégories. Et en welterweight et en middleweight, c'est rare de trouver effectivement des combattants qui ont cet embonpoint. Et s'ils l'ont, généralement, ils peuvent le perdre. Il y a eu effectivement des contre-exemples. Je me souviens de Tim Boetsch. Il y en a. Enfin voilà, ça existe. Mais si on dit ça par rapport à Kelvin Gastelum, c'est parce qu'on a la preuve qu'il est descendu, qu'il peut descendre et que s'il s'y prenait bien, il pourrait être en welterweight. C'est ça qui est un peu dur, c'est qu'on le sait qu'il devrait être en welterweight, quoi. We know, and if you didn't know, now you know. Now you know. On a fini, mon cher Ross, pour cette Actu en Sort, cet épisode d'Actu en Sort. Vous le savez, big shout out à my sweet pea, my sweet protein. Jusqu'à moins 33% sur tout My Protein en ce moment, en plus des jusqu'à, je crois, moins 50% sur tout le site. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la soirée, bien évidemment. Nous ne sommes pas au studio, mais il y a Tsume également qui nous fait des superbes statues, tsume-art.com, et on prépare de très belles choses avec eux pour la fin d'année. See ya, Big Rusty. See ya. Bah voilà, c'est